Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur la maîtrise en sciences infirmières. Donc, avant de débuter, je vais faire mention de quelques petites précisions. Donc, tout d'abord, cette séance est enregistrée. Votre micro sera fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation et 20 minutes allouées à la période de questions. Vous pouvez utiliser la question Q&R ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, je vais maintenant céder la parole à nos deux conférencières d'aujourd'hui, Mme Dominique Nadeau et Gabrielle Choquette, qui vont vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant à la maîtrise en sciences infirmières. Bonne présentation! Bonjour, je me présente, Dominique Nadeau. Je suis responsable de gestion des études à la maîtrise en sciences infirmières, pratique avancée, infirmière praticienne spécialisée. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Gabrielle Choquette, qui est étudiante en deuxième année au programme infirmière praticienne spécialisée, option soins de première ligne. Alors, je vous souhaite la bienvenue. On est très heureux de vous accueillir en grand nombre. Je vais à l'instant partager mon écran pour vous faire une brève présentation du programme, puis ensuite, on répondra à vos questions avec plaisir. Alors, la pratique infirmière avancée, programme d'infirmière praticienne spécialisée, qu'est-ce que c'est? J'ai juste envie de vous lire le résumé qu'ils en font, eux, à la fin de ce paragraphe. L'infirmière praticienne spécialisée évolue et soutient la santé de évalue pardon, et soutient la santé de la personne dans son ensemble. Et pour ce faire, elle peut prescrire et prendre en charge les traitements de personnes de tous âges et de tous horizons. La maîtrise infirmière praticienne spécialisée, elle comprend 2 programmes d'études. Le programme de maîtrise qui compte 45 crédits et le diplôme complémentaire dont le nombre de crédits dépend de l'option. Vous le voyez à l'écran, là, à l'Université de Montréal, on offre 3 options: soins aux adultes, santé mentale ou soins de première ligne. Il y a possibilité de réaliser le programme à plein temps, donc sur 6 trimestres à temps complet ou à demi-temps sur 9 trimestres. C'est une maîtrise professionnelle. Il y a 950 heures de stage obligatoire qui se réalisent à la toute fin du programme, donc sur les 2 derniers trimestres, et la supervision est assurée par une ou des préceptrices IPS responsables et des médecins partenaires dans les milieux cliniques. Les milieux de stage pour soins aux adultes et milieux hospitaliers, cliniques spécialisées, bon, il y a des exemples ici: diabète, MPOC, insuffisance cardiaque. En santé mentale, la particularité, c'est que les stages se tiennent tant en première, en deuxième ou en troisième ligne, et dans différents milieux. Donc, il y a les urgences psychiatriques, les guichets d'accès, les GMF en intra-hospitalier. Toujours un milieu de stage, cette fois pour soins de première ligne. Autant que possible, à l'Université de Montréal, on offre des stages à Montréal ou en périphérie de Montréal, dans les UMF, unités de médecine familiale, dans les GMF, GMFU, CLSC et en partie en CHSLD. Il arrive parfois qu'on offre des stages en région éloignée, mais c'est évidemment avec l'intérêt et l'accord des étudiants. Et sachez qu'il y a un forfait stage là, qui est prévu par le ministère pour débourser les frais associés à des stages en région. Les exigences d'admission, un baccalauréat en sciences infirmières ou l'équivalent. L'équivalent étant majoritairement un bac par cumul. La moyenne cumulative doit être de 3 sur 4,3.
on exige une expérience de travail en tant qu'infirmière de 3 360 heures et les heures CEPI ne sont pas comptabilisées dans ces 3 360 heures. Et c'est infirmière et ou infirmière clinicienne. Alors, ce n'est pas exclusivement des heures comme infirmière clinicienne. Et il y a l'exigence aussi de réaliser le test Casper en ligne. Si vous voulez plus d'informations sur le test Casper, là, il y a une rubrique à ce sujet sur le site de l'Université de Montréal. Le traitement des demandes d'admission, ben, il faut savoir qu'il y a une capacité d'accueil limitée dans nos programmes en soins aux adultes et en première ligne. Alors, on ne peut pas admettre tout le monde, même quand les gens sont admissibles. On doit sélectionner des candidats et on a des listes d'attente là, à chaque année pour ces programmes-là. Et d'une année à l'autre, eh bien, ça dépend toujours du nombre de demandes, mais disons qu'on vise habituellement autour de 25 places en soins aux adultes et 25 places en première ligne. Le programme, l'option IPS en santé mentale, bon an, mal an, là, c'est 10 à 15 étudiants qui sont admis. Il y a un soutien financier, pardon, du ministère de la Santé et des Services sociaux, en fait, et qui offre une bourse de 60 000 Les critères, c'est très simple. En fait, il s'agit seulement d'être admis et inscrit dans un programme IPS. Et il y a 30 000 qui sont versés au premier trimestre d'études et 30 000 qui sont versés à la dernière année du programme, soit deuxième pour les temps plein temps ou troisième pour les demi-temps. Et il y a des nouvelles modalités, pardon, ça a été révisé cette année et c'est disponible sur le site du ministère. J'ai mis le lien là, à la fin de la diapo. Sachez très, très brièvement que si vous avez fait des cours dans le cadre d'un autre programme à l'Université de Montréal, mais qui sont similaires à ceux de notre maîtrise actuelle, vous pouvez bénéficier d'une équivalence ou d'une exemption ou même d'un transfert, dépendamment du programme. Et si vous avez fait des cours hors Université de Montréal, il y a toujours la possibilité de faire une demande d'équivalence. Oups. Oh, voilà, c'était la dernière diapositive. Je vous reviens et on est maintenant disponible pour répondre à vos questions. Donc, Madame Nadeau, merci beaucoup. On va passer à la période de questions, comme vous venez de le dire. On a une première question pour vous. Est-ce que les 950 heures de stage sont rémunérées? Les stages ne sont pas rémunérés au programme infirmière praticienne spécialisée, non. Parfait. On a une deuxième question. En tant qu'infirmière française, puis-je postuler pour cette formation? Si vous êtes infirmière, si votre formation d'infirmière a été réalisée en France, mais que vous avez un permis de l'OIQ et une reconnaissance de diplôme équivalence au bac, vous pouvez faire une demande au programme. C'est important d'avoir l'expérience de travail doit être une expérience dans le réseau québécois et on doit être détenteur d'un permis valide de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Excellent, merci. On a une autre question pour vous. L'expérience de travail peut-elle être dans n'importe quel domaine de soins, entre parenthèses CHSLD, CLSC, département CH, ou doit être en lien avec la branche d'IPS visée? Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'aurais dû le préciser. Le 3360 heures, dans ce nombre d'heures-là, la moitié des heures, donc 1680 heures, là, à titre d'information, ça correspond à une année à temps complet, de travail à temps complet. Donc, la moitié de ces heures-là doit être en lien avec l'option qu'on souhaite choisir. L'autre moitié peut être dans pratiquement n'importe quel domaine des soins infirmiers. Super, merci. On a une autre question. Est-ce que ce programme est offert au campus de Laval?
En fait, le programme est offert c'est une drôle de question. Le programme est offert à l'Université de Montréal. Il y a certains cours, bien évidemment, actuellement, on est majoritairement en ligne, mais il y a certains cours, entre autres les laboratoires qui sont offerts, au campus Laval et certains cours qui sont offerts, à Montréal. Donc c'est un partage là, entre les deux campus. Parfait, merci. Une autre question. Bonjour, est-ce une formation en présentiel ou virtuel? Actuellement, c'est, virtuel à 98 j'ai envie de dire, mais c'est le contexte, hein, qui force, cette modalité d'enseignement-là. Ceci dit, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, je pense qu'il y aura toujours, une portion de présentiel parce qu'on est justement dans une maîtrise professionnelle. Il y a des laboratoires, il y a des activités pédagogiques qui sont, mieux, je dirais, hem, rendues, dans un contexte là de présentiel. Mais, au moment où on se parle, la majorité des cours sont en virtuel et il y aura sûrement une espèce d'hybride là qui sera, gardé, suite, à la pandémie là qui est vécue actuellement. Parfait, merci. Une autre question. Est-ce qu'il y a un processus d'entrevue? Non, pas de processus d'entrevue. Ça a été remplacé par, le test Casper. Je peux peut-être brièvement parler du test, Casper. C'est un test, qui va, évaluer, si on veut, les compétences transversales dans certains domaines, davantage en lien avec le jugement, le savoir-être, et donc qui ne nécessite pas de compétences, spécifiques en soins infirmiers, mais qui va aller chercher justement des compétences qu'on recherche chez un professionnel de la santé. Alors, c'est vraiment ce test-là qui a remplacé, les entrevues qu'on tenait avant, en personne. Super, merci. On a une autre question justement relative au Casper. Quand doit-on s'inscrire au Casper? En fait, dès qu'on fait une demande d'admission, au programme, le test Casper est une obligation, donc est une condition d'admission obligatoire. Alors, il apparaît dans ce qu'on doit réaliser comme obligation dans le cadre de notre demande d'admission. Il y a plusieurs dates qui sont offertes. Et on a le choix des dates. Je ne pourrais pas vous les dire par cœur maintenant, mais sur le site web de l'Université de Montréal, elles sont indiquées, les dates de test Casper. Génial, merci. Une autre question. Est-ce possible de travailler avec une clientèle pédiatrique avec la maîtrise IPSPL? Disons que, si je me réfère à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, pour, les heures travaillées, quand, l'expérience auprès de la clientèle pédiatrique serait considérée comme une expérience, qui n'est pas liée à l'option. Alors, c'est vraiment, idéalement, il faut aller chercher une expérience en première ligne auprès d'une clientèle variée parce que c'est 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 ce que la formation IPSPL va viser, là. J'aurais envie de donner la parole à Gabrielle, sur ce point-là parce que, elle est directement, elle fait partie de la clientèle étudiante en première ligne, puis elle est rendue à sa deuxième année. Fait que j'aimerais ça t'entendre sur cette question-là, Gabrielle. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben en fait, je crois que est-ce que la question était peut-être, en tant qu'IPSPL, est-ce qu'on peut travailler avec une clientèle, pédiatrique? Et puis, c'est le cas. Donc, il y a des cliniques, groupe médecins de famille. Quand tu termines ta formation, mais tu peux choisir un milieu de travail où il accueille les familles, suivi grossesse, la petite enfance. Comme ça, tu peux vraiment toi-même aller te spécialiser dans un milieu comme où il y a plus de pédiatrie, puis il y a des cliniques médecins de famille qui ont des médecins accoucheurs, donc qui vont avoir une grande clientèle pédiatrique. Puis tu peux vraiment aller, si tu aimes ça, tu vas trouver ton compte certainement dans des cliniques médecins de famille.
en tant qu'IPSPL. Puis l'expérience, bien, si tu aimes la pédiatrie, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée travailler dans un groupe médecins de famille, justement, où il y avait une clientèle, une grande clientèle de pédiatrie petite enfance. Donc, j'ai pu acquérir les heures nécessaires pour rentrer à la maîtrise tout en profitant de ce que j'aimais dans le travail en tant que clinicienne puis ce que je veux faire en tant qu'IPSPL. Super, merci beaucoup. On a plusieurs autres questions. Comment se démarquer lors de l'admission pour augmenter nos chances d'être admis? Combien y a-t-il de demandes d'admission en moyenne? C'est une bonne question. C'est difficile de répondre à cette question-là dans la mesure où chaque année, le nombre de demandes est différent. Alors, il y a des années, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes dans une option. L'autre année, c'est un peu moins, mais on a toujours plus de demandes que de places disponibles. Ça c'est récurrent. Comment se démarquer? Malheureusement, comment dire, ça revient un peu à ce que je disais lors de la présentation. On peut avoir une moyenne qui entre dans, qui est tout à fait dans les normes des conditions d'admission requises. On peut avoir un résultat au test Casper qui est dans la moyenne. On peut avoir un dossier qui répond aux conditions d'admission sans pour autant être admis parce que le nombre de candidats fait qu'on va choisir les dossiers. On va y aller avec les scores les plus élevés. Le score que nous, on attribue dans le cadre de l'étude des dossiers, c'est un score qui tient compte à la fois du résultat au TEC et de la moyenne cumulative. Mais pour obtenir ce score-là, il faut que tous les autres critères soient tout à fait conformes avec nos exigences. Alors, je sens nécessairement tous les nommer. Il faut que l'expérience, il faut que le nombre d'heures soit conforme. Il faut que le type d'expérience clinique soit conforme aux exigences de l'option qu'on a choisie. Alors, une fois que tout ça est très conforme à ce que nous, on recherche, bien là, on établit un score en fonction du résultat du TEC et de la moyenne cumulative. Excellent, merci. Une autre question pour vous. À quel point est-il possible d'allier le travail en tant qu'infirmière ou infirmière clinicienne et l'étude à la maîtrise? Je vais laisser Gabrielle répondre à cette question. Bien, il y a dans le fond, deux modalités pour la maîtrise, à temps plein ou à temps partiel. À temps partiel, on l'a fait sur 3 ans, donc 9 sessions. Tout le monde y trouve son compte. Je dirais qu'à temps plein, donc 2 ans, c'est exigeant. Ça demande entre 10 heures et 20 heures de travail hors des cours. Il y a des gens qui ont continué à travailler. Ils font une fin de semaine sur 2, un 4 quinzaines. Certains ont gardé un emploi à temps partiel un peu plus que ça, comme 2-3 jours par semaine. Mais c'est excessivement exigeant. Pour la plupart, ils ont arrêté de travailler, ont pris un congé d'études à temps complet, puis ils travaillent entre les sessions. Puis pendant les stages, comme les stages sont à temps plein, de janvier jusqu'au mois d'août, à la 2e année, bien, c'est difficile de travailler en même temps. Présentement, avec le contexte de pandémie aussi, naturellement, il nous est demandé de ne pas avoir plusieurs secteurs d'activité en santé, là, d'essayer de minimiser nos contacts. Donc, pendant les cours, c'est faisable, exigeant, puis il y en a une majorité qui sont effectivement en arrêt de travail, congé d'études. Parfait, merci beaucoup. On a une question aussi en lien avec les frais de scolarité. Donc, combien doit-on prévoir pour les frais de scolarité pour chaque session ou pour le programme en entier? Je ne sais pas si vous êtes capable de répondre. En tout cas, pour moi, c'est difficile de répondre à cette question-là. Sachez, je vais laisser Gabrielle répondre, mais sachez qu'il y a un outil de calcul qui est disponible sur le site de l'université dans la section droit de scolarité, puis on peut quand même avoir une idée là, de ce que ça peut représenter comme frais en fonction des modalités de facturation du programme. Mais vas-y, Gabrielle, tu as peut-être une meilleure réponse que moi. Bien, concrètement, par session, je dirais un 2000 $ de frais de scolarité à temps plein. Je vais parler de la maîtrise à temps plein. Puis, pour ce qui est des frais au niveau des manuels scolaires, les volumes, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inscrit sur les groupes de volumes usagés, de vente de volumes, d'échanges.
Puis il y a moyen de débourser très, très, très peu, là, moins de 50 pour les volumes. Puis il y a un système de parrainage. Donc, nous, en deuxième année, on est pairé avec un étudiant de première année. Puis ce qu'on fait, justement, hier, je parlais à Justine, mon étudiante de première année, puis tous mes livres que j'ai plus besoin, mais je lui donne. Donc, on a un échange comme ça pour aider les étudiants. Fait que je dirais un 2000 par session. Il y a 6 sessions, un 12 000, ouais, à peu près. Génial, merci. Une autre question. Quels sont les éléments pris en compte lors de l'évaluation de la candidature de l'étudiant à part le test Casper et le GPA? Quelles sont les activités d'implication possibles de faire afin d'améliorer notre CV? En fait, il faut répondre aux conditions d'admission. Je ne sais pas quoi répondre de différent de ce que j'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, c'est ça, les conditions d'admission sont les mêmes pour tout le monde. Elles doivent être les mêmes pour tout le monde parce qu'il faut que ce soit équitable. Donc, à partir du moment où on répond aux conditions d'admission de base du programme, puis je vous invite à aller les consulter sur le site web de la mission. Elles sont très, très bien définies. Bien, par la suite, c'est sûr que plus on a une moyenne cumulative élevée, puis mieux on performe au test Casper, bien, plus on augmente nos chances d'être admis au programme. Parfait, merci. On a une autre question pour vous. Lors de l'inscription, est-ce que les 3360 heures doivent être complètement réalisées ou elles doivent l'être seulement d'ici le début des cours? Les 3360 heures, elles doivent être réalisées au 1er mars de l'année de la demande d'admission. Alors, il faut tracer une ligne, on n'a pas le choix. Et nous, on a décidé de tracer la ligne au moment où la demande d'admission est faite. Donc, il y a beaucoup de candidats qui m'écrivent, qui nous écrivent, qui nous disent, bon, ben OK, mes heures vont être complétées au mois de mai, mes heures vont être complétées au mois de juin, je pourrais attester de mes heures au mois d'août avant le début des cours. Malheureusement, on ne fait aucune exception et toujours par souci d'équité. Alors, c'est la même date pour tout le monde. C'est vraiment au 1er mars de l'année de la demande. Parfait, merci. On a une autre question. Existe-t-il un programme de maîtrise en sciences infirmières agencé avec un DESS? À ma connaissance, le programme IPS est le seul qu'on offre, qui est un programme où il y a 2 programmes finalement, le diplôme complémentaire et la maîtrise. J'en connais pas d'autres. Il y a sûrement, en fait, il y a plusieurs possibilités quand on fait une maîtrise, puis qu'on décide, par exemple, après un certain temps, peut-être de changer nos options et tout ça. On peut peut-être aller chercher un diplôme d'études supérieures spécialisées, mais ce n'est pas offert d'emblée. Super, merci. Une autre question. Bonjour, est-ce que l'externat compte pour les heures de travail? Non. L'externat ne compte pas parce que les heures travaillées doivent être travaillées comme infirmière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les heures comme candidat à l'exercice de la profession ne comptent pas non plus. Super. Une autre question. Un médecin formé à l'étranger est-il admissible à ce programme? Malheureusement, non. Il faut être détenteur d'un baccalauréat en sciences infirmières. Alors, pour ce faire, ben, il faut passer par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, qui, dans certains cas, va accorder la possibilité à des médecins formés à l'étranger d'obtenir une équivalence, mais j'ai un cas en tête précis où une personne est allée chercher une reconnaissance là, en faisant une formation qui est offerte au Cégep, mais ça n'est pas l'équivalent d'un baccalauréat en sciences infirmières. Il faut vraiment réaliser le bac. Parfait. On a une question pour Gabrielle. Comment est-ce que le programme en tant comment est le programme en tant qu'infirmière étudiante? Combien d'années d'expérience a-t-elle? Est-ce que ça aide son expérience? Les cours sont-ils lourds?
C'est une excellente question. Ça fait 16 ans que je suis infirmière clinicienne, donc j'avais fait plusieurs spécialités durant mes 16 ans, là, de l'urgence à la salle d'opération, à la médecine de famille, communautaire, hospitalière, un peu de tout. Ça m'a aidé dans les cours, effectivement, de pouvoir faire des liens avec des situations concrètes que j'avais vécues dans le passé. Donc ça, c'était aidant, mais tout de même, les cours du diplôme d'études complémentaires, qui sont les cours plus à la faculté de médecine familiale, sont des cours qui sont exigeants, vraiment intéressants, très concrets avec notre pratique, physiopathologie, pharmacologie. On a des cours spécialisés pour la première ligne, puis des cours plus généraux. Beaucoup d'approches par problème, donc de petits groupes d'étudiants avec un précepteur. Puis, on réfléchit à des pathologies, à la façon dont on peut intervenir avec les clients. On pousse très loin nos connaissances du côté médical. Donc, c'est un gros morceau de la maîtrise qui nous demande, c'est lui qui nous demande le plus de temps, je crois, et d'investissement. Mais j'ai des étudiants avec moi, des collègues de classe qui ont de 3 à 5 ans d'expérience comme infirmiers, infirmières, puis ils aiment tout autant, puis ils adorent ça, puis ça va très bien leur formation. Puis, tu vois, eux, l'approche avec l'étude, les ordinateurs, les cours en ligne, les formats des travaux, la recherche, c'était plus frais pour eux, plus récent. Ça les a beaucoup aidés. Puis, nous, on partage avec eux notre expérience terrain, donc c'est donnant-donnant. Excellent, merci. On a une autre question. Je me demandais s'il y a le programme d'IPS en néonatologie à l'UDM. C'est une question, je pense, qui revient souvent. Il n'y a pas de l'option néonatologie, elle est offerte, je crois, seulement à McGill, mais sous toute réserve. Là, je vous invite à aller voir le site de l'OIQ. Vous avez par option là, les établissements d'enseignement qui offrent ces options-là. Nous, juste à titre de rappel, c'est soins aux adultes, santé mentale et soins de première ligne. Super, merci. Une autre question. Comment sont les stages, entre parenthèses, similaires au cégep, avec cahier de notes à remplir? Sur quoi on est évalué? Bien, en fait, les stages, on a dit cégep, hein? Pas le bac. En fait, c'est vraiment différent du cégep. Donc, moi, j'ai fait une technique infirmière. Je suis une technicienne à la base. Après, j'ai fait mon bac. Puis, de la technique, on pratique beaucoup les techniques, hein. En stage, on apprend vraiment à poser des gestes. Au bac, ils vont nous aider à réfléchir un petit peu plus avec le jugement clinique. Puis, à la maîtrise, ce qu'ils vont faire, c'est exactement comme un résident R1 à l'hôpital ou à la clinique. Donc, on va voir le client, puis il faut terminer notre jugement en faisant un plan de traitement pharmacologique, non pharmacologique, avec notre filet de sécurité. Il faut aller réviser le cas avec notre préceptrice IPS ou le patron. Puis, il faut avoir des diagnostics différentiels en tête. Il faut avoir éliminé tous nos drapeaux rouges, donc tout ce qui peut être une urgence pour le client. C'est ça qui est différent. Il faut vraiment basculer vers une pensée plus médicale, tout en gardant notre côté infirmière puis ne pas oublier nos diagnostics infirmiers. Intéressant, merci. On a une autre question pour vous, mais laissez-moi savoir si vous êtes capable d'y répondre. Je cherche de l'information par rapport à la rémunération d'une IPS au privé, mais l'information semble limitée en ligne. Pouvez-vous nous en dire plus? Non, malheureusement, je ne peux pas répondre à ça. Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Bien, ça dépend des compagnies, hein. Il y a certaines compagnies qui engagent des IPS au privé. C'est eux qui vont négocier vos contrats avec vous directement. Ne pas oublier qu'avec la maîtrise de sciences infirmières, si vous voulez la bourse du 2 fois 30 000, donc 60 000 vous devez donner 3 ans au public par la suite. Donc, ce n'est pas possible pour vous de travailler immédiatement au privé. Ou, si vous le faites, il faut que ce soit à temps partiel, puis vous assurer que vous pouvez garder la bourse. Si vous prenez la bourse pendant la maîtrise de 60 000 puis vous décidez d'aller travailler au privé par la suite, de ne pas aller au public, il faut rembourser l'aide financière que le ministère de la Santé et des Services sociaux vous a remis. Mais c'est vraiment contractuel, donc à négocier avec chaque employeur au privé. Vous pouvez aller chercher de très bons montants, ça peut fluctuer d'une compagnie à l'autre.
Super, merci beaucoup. On a une autre question. L'expérience requise de 2 ans est-elle obligatoire dans toutes les écoles du Québec ou est-ce un critère obligatoire seulement à l'UDM? C'est obligatoire dans tous les programmes IPS parce que c'est une obligation qui était dictée par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Excellent, merci. Est-ce qu'on a toujours besoin de référence? Oh, pardon. Est-ce qu'on a toujours besoin de référence d'un médecin pour l'admission? Non. On n'exige plus de lettres de recommandation. Je pense que c'est à ça que la question fait référence, là. Alors, non, on n'a plus cette exigence-là pour les admissions. OK. On a une autre question. Devons-nous renouveler notre test Casper advenant que le test ait été fait, mais qu'on se retrouve sur la liste d'attente? Non. Non. Le test Casper, en fait, non, parce que la liste d'attente, en fait, elle est valable pour la période d'admission pour laquelle elle a été constituée. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous faites une demande d'admission pour l'automne 21. Vous êtes placé sur la liste d'attente. Nous, on fait des offres d'admission, puis dépendamment des réponses qu'on reçoit, ben là, on va aller chercher des candidats qu'on a placés sur la liste d'attente entre-temps. Mais rendu au mois de, je ne sais pas, juillet, par exemple, cette liste-là, ceux qui n'auront pas été appelés ou à qui on n'aura pas fait d'offre d'admission, ben, malheureusement, elle n'est plus bonne. Puis l'année suivante, on constitue une autre liste. Donc, le test Casper, il est bon pour toute l'année au fond, là. Mais l'année suivante, si on fait une autre demande, il faut le refaire, effectivement. Excellent, merci. On a une autre question. Concrètement, à quoi ressemblent les journées d'une IPSSA? Est-ce qu'elle travaille en clinique externe d'un CH ou travaille-t-elle dans les unités de soins? L'IPPSA doit-elle choisir sa spécialisation, entre parenthèses cardio, néphro, onco, etc.? Si oui, quelles sont les spécialisations offertes à l'UDM? En fait, puis je pourrais te laisser compléter, Gabrielle. Je ne sais pas jusqu'à quel point le programme IPSSA, là, Non, je peux, oui. tu es familière aussi, mais majoritairement, une IPSSA va travailler dans des secteurs spécialisés intra-hospitaliers. Et grosso modo, puis je vais laisser Gabrielle donner plus de précision, là, mais grosso modo, en fait, nous, le programme IPSSA, il vise à former des infirmières praticiennes généralistes en soins aux adultes. Donc, on ne vise pas de spécialité dans le cadre du programme. C'est donc à la toute fin du programme qu'on peut choisir un milieu de stage qui correspond à la spécialité qui nous intéresse plus particulièrement. Puis évidemment, ben, une fois sur le marché du travail, on est embauché dans un secteur d'intérêt, ben, c'est là qu'on va se spécialiser davantage. Mm. Puis pendant les stages de IPSSA, vous allez faire plusieurs départements. Donc, vous allez passer de la tournée d'hospice le matin à l'étage. Après, vous allez toucher la médecine interne, néphro, cardio, euro. Vous pouvez aller à la clinique externe aussi. Vous allez toucher la cardiologie partout dans l'hôpital. La clinique externe, elle est inclue. Puis, ce qui est intéressant présentement, c'est que tu vois, j'ai un collègue de classe à qui je pense qui est infirmier en chirurgie thoracique, puis son équipe l'attend. Donc, lui, en finissant, il va ouvrir la voie pour un poste en chirurgie thoracique pour un IPSSA. Il y en a un qui est super intéressé à la rhumatologie. Il y a une équipe dans un hôpital qui était intéressée à avoir un poste en IPSSA en rhumatologie. Donc, c'est vraiment à vous après d'aller chercher quelque chose que vous aimez. C'est plus juste néphro, médecine interne, cardio, comme c'était avant. Vraiment, si vous avez une spécialité que vous aimez à l'hôpital puis qui sont prêts à vous accueillir, c'est go. J'ai une amie en cardiologie, elle est aux soins intensifs en chirurgie cardio à l'Institut thoracique, elle adore. Puis, il y a une journée par semaine qu'elle est à la clinique externe. Voilà, elle a fait son rôle comme ça. Donc, Super, merci. On a le temps de répondre à peut-être une ou deux autres questions. Est-ce que travailler à l'urgence en centre hospitalier est considéré comme la première ligne? Est-ce que le CHSLD compte comme une expérience de première ligne? En fait, la vraie réponse à est-ce que l'urgence d'un centre hospitalier est considérée comme la première ligne, la vraie réponse, c'est non. Mais est-ce que, dans le sens, je dirais, très pur de la définition première ligne, ceci dit,
On ne refuse pas les candidatures d'emblée là, pour le programme IPSPL quand l'expérience est urgence. On priorise les candidatures qui ont une vraie expérience première ligne. On parle du CLSC, on parle du GMF, on parle vraiment de la première ligne, mais c'est ça, on ne va pas refuser les candidatures de l'urgence. Je ne me rappelle plus c'est quoi l'autre volet de la question. C'était est-ce que le CHSLD compte comme expérience de première Le ligne? CHSLD est pris en compte dans l'expérience pour IPSPL, oui. Super, merci beaucoup. On a une autre question. Suite aux études, y a-t-il un examen de l'ordre ou quelque chose du genre? Oui, il y a un examen de l'ordre, mais qui a été vraiment complètement modifié là, dans la dernière année, qui est axé, est-ce que tu le sais, Gabrielle, dans C'est le concrètement, code. Oui, ça va être le code de déontologie. c'est Avant, ça. on avait une partie écrite sur des situations cliniques, puis un écosse, comme l'examen de l'ordre pour les infirmières. Mais maintenant, ils ont changé. C'est un examen écrit qui est sur notre règlement de soins et Mhm. code déontologique. À livre ouvert dernièrement, mais ça peut changer pour les livres ouverts. Parfait. On va prendre une dernière question. Il s'agit d'une question qui a davantage trait aux opportunités d'emploi qu'à la formation elle-même. À quoi ressemblent les opportunités d'emploi d'une IPSSA? Les horaires sont-ils de jour? Est-ce que davantage de postes seront débloqués à l'extérieur de Montréal éventuellement, en parenthèse, Laurentides, Laval? Aïe, 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 c'est une grande question. Très, très rapidement. En fait, les opportunités d'emploi IPSSA, je pense que si je fais le lien avec ce que Gabrielle disait tantôt, on est vraiment dans les balbutiements de de cette option-là. C'est en train vraiment d'éclore dans beaucoup de milieux. Il y a beaucoup d'intérêt. Alors, je pense qu'il y a place à plein, plein d'opportunités. En région, actuellement, je ne crois pas qu'il y ait d'obligation dans les CIUS et les 6 régionaux de développer des postes IPSSA. Je ne pense pas que le gouvernement est rendu à obliger, mais clairement, il y a des intérêts aussi en région. Là. Pour ça, je pense qu'il faudrait. Moi, je pense que l'OIQ, c'est probablement une bonne référence là, pour obtenir davantage de précision sur cette question-là. Gabrielle, aurais-tu quelque chose à ajouter, toi? Bien, comme malgré le fait que ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant que les IPS existent au Québec, il y a encore beaucoup d'ouvertures qu'on doit créer par nous-mêmes. Donc, exemple, là, on a fait des demandes pour accéder à des stages aux Hautes-Laurentides, comme Mont-Laurier, La Belle. Et puis, les milieux étaient très ouverts à engager des IPS puis à peut-être éventuellement recevoir des stagiaires. C'est en cours présentement. Donc, si vous avez une région de prédilection où vous voulez aller, allez-y, demandez. Puis oui, certainement, le ministère offre des budgets aux hôpitaux pour ouvrir des postes. Donc, ils vont vous créer des postes s'ils vous veulent. Oui, c'est possible. Tout est possible encore. Merveilleux. Excellent. Ben, voilà déjà ce qui conclut cette conférence. Merci énormément à vous deux pour cette belle présentation et merci surtout à vous à la maison d'y avoir assisté.